Bonjour à tous, on se retrouve pour un troisième épisode de Anachronique dans un cadre un peu différent. Je pense que ça vous fera du bien de prendre l'air avec moi parce qu'au moment où je tourne, on est au 4e jour de confinement. Et on va parler aujourd'hui d'un métier de proximité, la prostitution. La prostitution, on en parle comme du plus vieux métier du monde. Le terme prostitution, ça vient du verbe latin prostituere qui signifie mettre en avant, dévoiler en public. Cela consiste à livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui en échange d'argent. Malgré la libération des mœurs du XXe siècle, on continue de débattre la question de la prostitution. Faut-il l'interdire, l'encadrer, la tolérer? Mais comment faire aujourd'hui, sachant que les bordels et leurs règles sont interdits depuis 1946? Il faut prendre en compte que les prostituées aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques dizaines d'années. Comme le démontre le documentaire de Investigation et Enquête du 1er mars 2019, celui-ci décrit les différents profils et l'évolution de ces prostituées. Elles sont souvent d'origine étrangère aujourd'hui, donc albanaises, nigériennes. On en parle comme les esclaves sexuelles du trottoir. Donc c'est une réalité qui touche aussi bien les hommes que les femmes et selon les périodes, on a une vision de ce métier qui diffère. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la période médiévale, donc la prostitution, celle des femmes, et l'image qu'on a de ces femmes prostituées est bien loin de la réalité. Pour parler de ce sujet, je m'appuie sur les travaux de l'historien Jacques Rossiot, donc qui est spécialiste de la sexualité et des mœurs au Moyen-Âge. On pourrait s'attendre à ce qu'à l'époque médiévale très chrétienne, la prostitution soit totalement prohibée. On explique sa tolérance car on considère que les femmes prostituées permettent de canaliser les pulsions masculines. Mais cette théorie est largement controversée aujourd'hui par les féministes. Donc on peut dire qu'à la période médiévale, on oscille entre compréhension et condamnation de la prostitution. Cette compréhension ou acceptation se traduit par l'organisation de ce qu'on appelle les bordels municipaux ou prostibulum publicum. Ces bordels municipaux appartiennent aux autorités locales, ecclésiastiques ou laïques. Les autorités louent les locaux et la charge de ce bordel à ce qu'on appelle les tenanciers. La charge de tenancier est mise aux enchères chaque année. Les tenanciers donc entretiennent les locaux. En contrepartie, le tenancier récupère une grande partie des sommes puisque c'est un hôtel et une taverne à la fois. Les prostituées qui vivent dans ces bordels doivent suivre des règles qui leur sont imposées. Tout d'abord, elles ne sont pas logées gratuitement. Elles doivent payer le gîte et le couvert. Elles ont interdiction de sortir du bordel. Mais les sources racontent que quelquefois, elles le font car les tarifs du tenancier sont beaucoup trop élevés pour leurs moyens. Il y a des interdits également religieux, donc ne pas travailler les jours de dimanche, les jours de fêtes religieuses, la semaine sainte. On leur impose également, ce qui est plutôt pas mal, des règles d'hygiène et de contraception. Pour éviter de tomber enceinte, les prostituées utilisent plus généralement leurs mains ou d'autres méthodes. Elles pratiquent également des lavements réguliers. Parfois, pour la contraception, elles utilisent les préservatifs de l'époque, donc en boyaux d'animaux. On impose également à ces prostituées des réglementations vestimentaires. Par exemple, une ordonnance royale à Toulouse ordonne que les prostituées portent un signe distinctif sur leurs vêtements, donc comme par exemple un ruban sur leurs bras qui soit d'une couleur différente de leur robe. Les prostituées ne doivent pas s'habiller comme les femmes honnêtes, ne pas porter de bijoux. Les clients qui fréquentent ces bordels municipaux sont de tous les horizons. Donc on a du boucher à l'artisan, les clercs. La seule règle qui leur est imposée, c'est de ne pas venir armés dans le bordel. Un des célèbres clercs qui a fréquenté les bordels municipaux est le très connu François Villon, qui, dans ses poèmes, va énumérer les prostituées qui l'ont marqué. Mais il y a d'autres formes de prostituées qu'on peut dire libérales. Donc elles pratiquent pour le compte de courtisanes dans ce qu'on appelle les étuves, donc les bains publics. Il y a également les petits bordelages qui sont tenus par des femmes mariées entremetteuses, dites les fameuses maquerelles. Donc les clients de ces femmes-là sont plus huppés, on va retrouver l'aristocratie, des clercs fortunés, etc. Enfin pour les campagnes, il y a les prostituées itinérantes, donc qui vont de bourg en bourg. Mais qui sont ces femmes prostituées ? Comment devient-on prostituée au Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, la fama, donc la réputation, a une très grande importance. Si une femme seule, donc une veuve ou une femme abandonnée par son mari, se fait agresser par des hommes, elle y perd son honneur. Donc ce sont des femmes qui sont marginalisées. On devient prostituée vers l'âge de 17-18 ans et on continue le métier jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, l'âge où on considère que les prostituées sont trop âgées pour les clients. À 30 ans, ces femmes soit deviennent tenancières, donc elles se mettent elles-mêmes à prendre en charge des prostituées, ou bien elles entrent dans les fondations Sainte-Madeleine. Pourquoi des fondations Sainte-Madeleine ? Marie-Madeleine, dans l'Évangile, peut-être que vous le savez déjà, c'est la sainte qui a été sauvée par le Christ, car c'est la fameuse femme adultère, la femme de petite vertu.
Elle est sauvée par le Christ alors qu'elle allait se faire lapider par les hommes de son village. Donc Jésus a alors prononcé la fameuse phrase « Qui n'a jamais péché lui lance la première pierre ». Et au moment de la résurrection du Christ, Marie-Madeleine est la première à avoir vu le Christ. Marie-Madeleine est donc l'exemple même qui prouve que Jésus pardonne même aux moins vertueux. Pourquoi tolère-t-on les prostituées ? Donc comme on l'a dit, on pourrait croire que dans une société chrétienne, les prostituées ne sont pas tolérées, elles sont marginalisées, rejetées, etc. Mais en fait, comme je les ai décrits, les bordels municipaux ressemblent un peu à un espace carcéral. Néanmoins, ces espaces permettent de canaliser la sexualité extra-conjugale. On considère que aller voir une prostituée est moins grave qu'aller entretenir une relation avec une maîtresse. À une période vers la fin du Moyen-Âge où la ville se développe énormément, ces espaces permettent de canaliser la sexualité extra-conjugale dans un lieu clos pour ne pas propager les mauvaises mœurs dans toute la ville. La prostitution est donc vue comme un mal nécessaire. Malgré tout, dans un souci d'ordre moral, on tente par plusieurs reprises à interdire la prostitution. En 1254, donc sous le règne de Louis IX, la prostitution est interdite. Les prostituées sont même expulsées et leurs biens sont confisqués. Mais 2 ans plus tard, le roi revient à sa décision. On réinstalle même une protection des rues et des bordels. Finalement, au lieu de l'interdire, l'État et l'Église régulent la prostitution. On note même que la prostitution est un mal nécessaire, mais les prostituées donc accompagnent le quotidien des hommes. On note qu'à la 8e croisade, on compte 13 000 prostituées qui accompagnent les soldats. Malgré les idées reçues, à l'époque médiévale, on se marie relativement tard, pour les hommes en tout cas. Donc la prostitution chez les jeunes hommes a un certain succès. L'Église condamne moralement évidemment la prostitution, mais elle ne condamne pas les personnes. Saint Augustin, le grand théologien, considère que coucher avec une prostituée, c'est de la fornication simple, car finalement la prostituée n'appartient à aucun homme, ni à Dieu, ni à un homme. Donc, elle ne brise aucun serment en couchant avec un homme. Aller voir une prostituée est donc considéré comme un péché véniel. Un péché véniel, c'est moins grave qu'un péché mortel. Le péché mortel, si vous mourrez dans l'instant sans vous être confessé, vous allez en enfer. Alors que le péché véniel, si vous mourrez dans l'instant, vous irez au purgatoire, donc purgez votre peine, et vous irez ensuite au paradis. L'adultère est donc grave et puni, il vaut mieux aller voir une prostituée, car je le répète, aller voir une prostituée, la prostituée ne brise aucun serment. La prostitution est tolérée pour une raison évidente, l'argent. C'est une énorme source de revenus pour les tenanciers et ceux qui louent les bordels publics. Les profits financiers reviennent évidemment aux municipalités, aux seigneurs de la ville. La charge de tenancier est donc une charge extrêmement prisée et convoitée. À la période du XIIIe siècle, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, il y a un essor remarquable de la ville en Occident. Et donc la prostitution suit cette évolution. On gère la sexualité de ces villes grâce à l'aide de ces femmes. La prostituée ne se substitue absolument pas à l'ordre conjugal. Elle est même parfois une aide. Elle a un certain rôle éducatif, par exemple elles vont apprendre la sexualité aux jeunes hommes. En tout cas, ce qui n'est pas à nier, c'est l'intégration de ces femmes dans la société. Au XIIe et XIIIe siècle, le clerc anglais Thomas de Chaubane, qui est maître en théologie à Paris, adapte la prédication aux marginaux, donc les lépreux et les prostituées. Ce qui veut bien dire que l'Église tente d'inclure les prostituées à la société. Loin d'être des esclaves du trottoir, comme on peut les appeler aujourd'hui, les prostituées sont tolérées dans la société médiévale et leur métier est réglementé et encadré. Elles ont même une protection de l'État. Elles peuvent changer leur situation et être totalement réhabilitées dans la société, notamment en intégrant les fondations. Le 8 mars dernier, la journée internationale des droits de la femme, le collectif promouvant l'abolition de la prostitution s'est fait exclure de la marche. Donc là, c'est un témoignage direct que le métier de prostituée et ses cadres sont encore largement débattus. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez apprécié le cadre si vous êtes enfermé dans votre petit 14 mètres carrés parisien. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. Et s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir.